Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Roger Cizier, cofondateur du cabinet de recrutement Fit1Job, spécialisé dans le recrutement de profils IT, de profils banque et finance. Roger Cizier est lui-même spécialisé dans le recrutement de profils IT. Alors après avoir occupé plusieurs postes opérationnels, Roger Cizier va découvrir le monde du recrutement en 1999 en devenant directeur informatique d'Adecco Suisse. En 2012, il décide de créer Fit1Job dans le canton de Vaud avec le credo suivant: nous parlons d'égal à égal avec nos clients et nos candidats, car nous venons du même métier. Nous comprenons les besoins des entreprises et les compétences des candidats, car nous les avons personnellement pratiqués. Nous sommes donc entre les mains d'un recruteur qui connaît parfaitement son sujet. Grâce à lui, nous aurons la chance de découvrir de manière un peu plus précise le monde en pleine ébullition du recrutement de professionnels IT. Alors Roger, je commence donc avec cette première question très générale. Que diriez-vous du marché de l'emploi en Suisse en ce moment ? On est très clairement sur un marché candidat. Ça veut dire que ce sont donc les candidats qui tiennent le couteau par le manche. Maintenant, soyons précis, on voit qu'il y a un décalage entre les attentes des entreprises et les profils des candidats. Et c'est là le gros souci. On a quand même un chômage qui est bas, moins de 3%, ce que les économistes considèrent comme étant le plein emploi, mais il demeure ce décalage entre les compétences des candidats et les besoins des entreprises. Et c'est là qu'est le gros souci. Ouais, effectivement, en fait, c'était même un phénomène qu'on avait observé même déjà avant, quelques années avant le Covid. Et là, avec le Covid, ça s'est clairement amplifié. Ouais, vous avez raison. Roger, expliquez-nous, alors peut-être en quelques mots, le rôle d'une agence, d'un cabinet de recrutement, en fait. Quel est votre rôle, en fait ? Alors, je pense qu'il faut scinder en deux parties. Il y a le recrutement pour des postes temporaires et le recrutement pour des postes fixes. Et je pense qu'on a deux rôles très différents. Pour ce qui est du temporaire, eh bien, on est là pour permettre aux entreprises d'avoir accès d'une manière souple à des ressources pour un besoin limité dans le temps. Pour le fixe, je dirais que le rôle d'une entreprise de recrutement est passablement différent. Pourquoi fait-on appel aux entreprises de recrutement? Bien sûr, il faudrait poser la question aux clients et non pas à moi-même, mais je pense qu'ils vous diront un petit peu la même chose. Une des raisons, et c'est d'autant plus valable dans le domaine, par exemple, de l'informatique et pour une petite boutique très spécialisée comme Fit1Job, une des raisons, c'est avoir accès à une compétence bien spécialisée dans un domaine. Je vous donne des exemples très simples. J'ai certains clients qui sont très honnêtes et avec lesquels donc j'arrive très bien à travailler et ils disent, mais nous, ressources humaines, on ne comprend pas les profils, on ne comprend pas ces profils informatiques. Donc, nous, on peut leur apporter cette connaissance qui manque dans les ressources humaines. Et puis, de l'autre côté, vous allez me dire, oui, mais ils pourraient faire appel à la ligne, au département informatique. Mais le département informatique, ce n'est pas son travail. Parce qu'il ne faut pas oublier, le travail que l'on fait demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, et je ne pense pas que c'est le but d'un département informatique interne de perdre ce temps. Eux, ils doivent satisfaire leurs propres clients à l'intérieur de l'entreprise en fournissant les services. Merci Roger. Alors, voyez-vous depuis quelques années un changement dans le marché du travail, en fait ? Comment votre métier a évolué finalement ? Oui, énormément. Quand je suis moi-même rentré sur le marché du travail, c'était il y a fort longtemps, début des années 80, et aujourd'hui, l'approche est très différente. Et je vais vous donner une expérience personnelle que j'ai vécue, qu'aujourd'hui, on ne vit presque plus. J'ai eu un entretien, j'avais déjà 3 ans d'expérience, presque 3 ans d'expérience professionnelle, et j'ai eu un entretien d'engagement. Et durant cet entretien,
la personne m'a demandé, est-ce que vous connaissez, quel système d'exploitation vous connaissez? Et j'ai répondu ABC. Il m'a dit, dommage, nous, on utilise Z. Bon. Quelle base de données vous connaissez? Je connais A, B, C, D. Ah ben, pas de chance, nous, on utilise Y. Et comme ça, tout l'entretien sur le plan technique, c'était comme ça. Je finis l'entretien, c'était à Genève, je rentre à la maison, ma femme me dit, et alors? Je lui dis, mais alors, voilà, ça devrait pas le faire. Le lendemain, il me rappelait. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, j'avais 26 ans, ou même pas 26, je ne me rappelle pas. Ils se sont dit, mais s'il connaît tout ça, il apprendra vite notre environnement. Aujourd'hui, malheureusement, ce genre d'attitude n'est pas très courant. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas très courant. Y compris, j'insiste là-dessus, y compris avec des juniors. Des gens qui sortent des études, on va vous dire, oui, on aimerait qu'il soit ingénieur EPFL, mais qu'il ait fait son stage de master dans le domaine de XY. Alors ça, c'est un énorme changement. Donc des cahiers des charges beaucoup plus précis, hein, c'est ça, et sélectif et filtrant. On fait un petit peu, pour prendre les termes d'aujourd'hui, un plug and play, un copy and paste. Alors que au début des années 80, bon, on était quand même un petit peu la naissance de l'informatique, mais on regardait beaucoup plus le potentiel. Or, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on regarde d'abord les compétences, et si les compétences sont là, on va regarder le potentiel. J'ai l'impression qu'à l'époque, c'était, je ne veux pas dire totalement l'inverse, mais on était beaucoup plus ouvert. Alors, est-ce que du coup, merci Roger, est-ce que du coup, tout ceci commence à modifier le travail du recruteur en fait? Comment ça a changé votre travail? Je pense que ça a changé dans le sens où on doit précisément venir avec des candidats qui vont avoir les bons skills techniques. Moi, je rigole un petit peu, peut-être est-ce dû à mon domaine, je laisse d'autres s'exprimer sur le point, mais quand on me dit oui, alors les soft skills et tout, très honnêtement, c'est pas ça que je ressens aujourd'hui. On regarde d'abord les hard skills et après les soft skills. Ouais, je partage vraiment votre avis. Alors évidemment, beaucoup plus modestement, parce que je ne fais pas du recrutement comme vous, j'en ai fait, mais j'en fais plus. Et effectivement, moi, c'est aussi le sentiment que j'ai. En tout cas, merci de le préciser, c'est important parce qu'il y a un vrai débat en ce moment justement sur les soft skills en disant c'est génial, tout le monde veut des soft skills. En fait, c'est ça qui est important. J'ai pas l'impression que ce soit le cas et ça semble confirmé en tout cas dans votre domaine. Alors, est-ce que le candidat de 2021 aujourd'hui, que vous recrutez aujourd'hui, a le même profil que le candidat que vous étiez vous-même en sortant de vos études? J'imagine que non, mais qu'est-ce qui change fondamentalement du coup? Est-ce qu'il a beaucoup changé? J'en suis pas autant convaincu que ça. On cherche toujours, bien sûr, des gens qui vont s'intégrer dans un environnement. Et ça, on le cherchait déjà avant. On cherche quand même des gens, et là je parle, soyons bien d'accord, côté placement fixe, hein, des gens qui ont du potentiel. Donc ici, je ne vois pas un changement fondamental. Pour moi, le changement fondamental, comme je vous ai dit, c'est que peut-être on est moins ouvert à prendre des risques. Mais je pense que ça s'explique aussi. Ça s'explique aussi par le fait, en 1985, je monte un petit peu pour me rajeunir, mais en 1985, et c'était encore plus valable avec la génération de mes parents, quand on engageait quelqu'un, on l'engageait pour peut-être toute sa vie, peut-être pour 25 ans, et je dirais presque, dans le pire des cas, pour 10 ans. Aujourd'hui, quand vous engagez quelqu'un en Suisse, vous êtes spécialisé pour les expatriés. Si on parle en France, on les engage pour 1 an, voire moins. En Suisse, on essaye d'être plus loin, mais aujourd'hui, un jeune qui démarre, il n'a pas du tout l'idée de faire sa carrière dans la boîte. Ça, pour lui, ça serait un accident. Pour la génération
de mes parents, c'était un accident de ne pas faire toute sa carrière dans la boîte où vous commenciez à 20 ou 25 ans. Et dans ma génération, au départ, je suis un baby boomer, ça se voit un petit peu à la couleur de mes cheveux, on était plutôt à viser 2 ou 3 postes dans sa carrière. Ouais, ouais, c'est très intéressant, ça, effectivement. Alors, on va parler, vous avez parlé d'intégration tout à l'heure, on va rentrer dans le sujet justement finalement des candidats étrangers, parce que c'est aussi un enjeu pour le recrutement, notamment dans votre domaine, hein, l'IT, on le sait très bien, hein, on a vraiment besoin, on n'a pas assez de candidats étrangers, de candidats locaux, pardon, donc on a aussi besoin de se tourner vers l'étranger, et ça fait quand même quelques années que ça dure. Alors, qu'est-ce que vous pensez des candidats qui viennent de l'étranger? C'est quel défi finalement pour le marché suisse? Alors, je pense qu'il y a un double défi. J'entends par là qu'il y a un défi pour les entreprises et il y a un défi pour le candidat. Et le premier défi est identique, c'est l'intégration. C'est l'intégration dans un mode de vie qui est différent. La Suisse, même si vous prenez, je vais comparer la France avec la Suisse. Bah oui, ça, partout le marché, vous savez de quoi je parle. Mais même Genève, ce n'est pas la France. Je suis personnellement lausannois, vaudois, donc un peu plus éloigné quand même de la France. Mais même Genève, que nous, Vaudois, voyons plus proche de la mentalité française, mais la réalité, il y a quand même une différence. Et ça, c'est le gros défi. Quand vous prenez un candidat étranger, mais qu'il soit français, italien ou d'un pays plus éloigné, peu importe, va-t-il s'adapter à notre mentalité helvétique? Et réciproquement, est-ce que l'entreprise aura la souplesse d'admettre, entre guillemets, que des gens ont une approche différente de celle à laquelle on est habitué? Donc, moi, je dirais, c'est ça le principal problème. Il y a un autre problème, et là, qui est vraiment une problématique pour le recruteur, c'est évidemment de comprendre non pas l'expérience, mais la formation. C'est très compliqué. Et là, je parle à nouveau du marché français parce que c'est celui qui, en dehors de la Suisse, auquel je suis le plus confronté. Mais dans les formations, vous avez un système en France, je crois que vous classez vos universités en 3 groupes. Donc moi, quand quelqu'un me dit « j'ai fait tel truc », il est où? Est-ce que je dois le comparer à un EPFL? Est-ce que je dois le comparer à une université, je dirais, moins, entre guillemets, prestigieuse? Est-ce que c'est du HES? Est-ce que c'est du CFC? Donc ça c'est sans nul doute une des problématiques en tant que recruteur où on doit vraiment arriver à comprendre, mais c'est une formation qui a de la valeur. Et nous, soyons honnêtes, sur le marché suisse, on commence aussi à avoir une certaine difficulté. Maintenant, il y a aussi des tas d'universités, voilà, où vous obtenez des bachelors, des masters, mais ont-ils la même valeur que votre master de l'École polytechnique fédérale de Lausanne ou de son équivalent zurichois, le ETH? Bon, ça, c'est un vrai sujet. Vous avez abordé là tout un tas de sujets sur lesquels moi je suis vraiment aussi, auxquels je suis très attaché. Il y a aussi, alors je me permets hein, de faire dans cet échange, de faire cette petite remarque, mais si vous voulez, le marché français, vous l'avez peut-être vu, est un marché, à l'inverse de la Suisse, qui est un marché très diplômant. C'est-à-dire qu'on accorde, je pense, hein, en France, beaucoup plus d'importance au diplôme qu'en Suisse, par exemple. Dans le sens où, par exemple, vous voyez, la filière d'apprentissage en France, elle est quasi inexistante, alors qu'en Suisse, elle est majoritaire. On n'a pas du tout le même rapport à la formation et à l'importance des études. Ce qui ne veut pas dire que les études sont pas bonnes. Je pense qu'on a des formations d'assez bonne qualité globalement.
Mais je crois que la manière d'approcher est assez différente. J'ai un ami qui me disait une chose intéressante. Il disait en France, en fait, on vous forme on vous forme à un diplôme. En Suisse, on vous forme à un métier. Et je trouvais cette remarque assez intéressante. Alors effectivement, après, on a des nuances avec des formations justement comme les PFL où là, on se rapproche de ce qui se fait en France. Mais voilà, c'était juste ça. Je me permets de faire cette petite remarque. Bon, vous avez quand même l'alternance en France qui à quelque part se rapproche quand même de notre CFC. Maintenant, j'entends quand vous faites un BTS en alternance, je pense qu'on se rapproche un petit peu quand même de notre CFC. Je pense que vous faisiez allusion au CFC en parlant de notre système bien helvétique. Ouais, oui, alors il y a ça aussi, puis il y a aussi certaines filières HES qui sont aussi extrêmement pratiques. Et alors, on est en train d'évoluer en France, heureusement d'ailleurs, et ça c'est très bien. Mais je pense que par rapport à la Suisse, on a 20 ans de retard sur ce sujet. Voilà. Mais c'est mon avis. Mais par contre, je comprends parfaitement enfin, la difficulté de juger parce que les systèmes sont vraiment effectivement très très différents. Et puis, alors autre point que je trouve aussi intéressant, je me permets de dire, c'est marrant, vous dites, enfin, moi j'ai tendance à dire pour un peu rigoler, enfin faire rigoler, enfin rire mes amis, pardon, je leur dis mais bon, moi qui ai travaillé à Genève pendant quand même pas mal d'années, je dis mais en fait Genève c'est pas la Suisse. Et vous voyez, vous disiez, moi, c'est pas la France, mais c'est pas la Suisse non plus. Je trouve que j'ai vécu donc dans le canton de Vaud pendant une dizaine d'années. Et c'est vrai que Genève, pour moi, est quand même un canton très spécial. Très, très à part. Voilà, c'était une petite parenthèse. Je me permets alors de rebondir sur une autre question. Donc, qu'est-ce qui différencie un bon d'un mauvais candidat selon vous, Roger? Alors, bien sûr qu'il y a des bons et des mauvais candidats. Maintenant, à nouveau, où est votre besoin? Si vous cherchez quelqu'un d'extrêmement pratique et puis pour un job de courte durée, si vous recevez un CV de quelqu'un qui change toutes les années, ça vous fait un bon candidat. Si par contre, actuellement, je travaille pour un client qui a un projet de refonte complète de son informatique, c'est le genre de projet qui va durer entre 5 et 10 ans. Disons, pour que tout soit, je pense, finalisé, il faut une bonne dizaine d'années. Pour être déjà à un bon niveau, il faut 5 ans. Eh bien, évidemment que pour ce client, le bon candidat, c'est quelqu'un qui a fait preuve de stabilité. Voilà, donc ça c'est une chose. Maintenant, votre profil, c'est pas que votre profil, il soit bon ou mauvais la plupart du temps. C'est pas du tout ça le problème. Le problème est-ce qu'il, pour utiliser une partie du nom de mon entreprise, est-ce qu'il fit avec le besoin du client? C'est pas que vous êtes bon ou mauvais. La question, est-ce que vous avez le bon profil? C'est assez trivial, mais c'est ça. Maintenant, oui, il y a des gens, bien sûr, voilà, ils n'ont pas les compétences pour prendre certains postes. Alors ça, c'est autre chose. Mais moi, je crois que le problème, aujourd'hui, il est plus là. Est-ce les bonnes compétences? Et pour en revenir aussi à la question de la formation, et particulièrement en informatique. En informatique, la seule chose que vous pouvez être sûr, c'est que ce que vous connaissez aujourd'hui ne sera plus vraiment utile dans quelques années. Et ce quelques années devient de plus en plus court. Donc, et ça me désole un petit peu, mais ce que moi j'ai vécu, ce que je vous racontais au début, mon expérience où on m'a pris alors que je ne connaissais aucune des techniques, mais on s'est dit on a le potentiel, je me dis, mais pourquoi est-ce que les gens s'attachent tellement à pouvoir trouver le candidat qui a déjà les compétences, alors que ces compétences, il n'en aura plus besoin dans 10 ans, 8 ans, 5 ans, 3 ans? Ça va de plus en plus vite. Oui, ce qui signifie aussi de la part des candidats une obligation absolue de faire un update très régulier des compétences, pour le coup. Alors, on va parler maintenant du télétravail. Merci pour ces précisions. On va parler maintenant du télétravail. Donc, dans l'IT, on sait très bien que le télétravail est un sujet, et d'autant plus avec
la crise sanitaire, hein, on l'a vu, hein, c'est devenu quelque chose de très présent dans les médias, dans l'esprit des gens et dans les entreprises. Alors, est-ce que vous sentez une demande plus importante aujourd'hui de la part des candidats? Et même question de la part des entreprises, en fait. Est-ce que ces demandes se rencontrent ou pas, du coup? Du côté des candidats, la réponse est oui. La réponse est oui. C'est une question qui est posée. Et de manière assez étonnante parce que vous avez certains candidats, quand vous leur demandez, oui, ok, oui, vous voulez faire du télétravail, très bien. Et puis, vous savez que la loi ne nous permet pas de poser un certain nombre de questions, mais enfin, on essaye quand même de comprendre un petit peu qui est face à nous. Et quand vous entendez des gens qui veulent faire du télétravail, qui sont mariés, 3 enfants, et qui vivent dans un 3 pièces et demie ou 4 pièces, 4 pièces vaudois, je précise, ça veut dire 3 chambres à coucher, mais à 5, vous vous dites, mais comment est-ce qu'ils font? Mais ceci mis à part, oui, il y a de la demande. Du côté des entreprises, alors je serai beaucoup plus nuancé. C'est assez étonnant, et je ne citerai évidemment pas de nom, mais j'ai des clients qui m'ont clairement dit, mais dès qu'on peut tous les remettre au bureau, on ferme les vannes et c'est tout le monde au bureau. Et j'ai quelques clients, et je pense entre autres à des sociétés bien suisses, bien helvétiques. Si je pense par exemple à des banques privées genevoises, donc plus suisses que ça, difficile à faire, eh bien eux ont déjà fait le pas de s'ouvrir. Mais j'ai d'autres sociétés, et pas des moindres, où il y a un petit peu moins. Mais je pense que tout le monde va y arriver, va devoir se poser la question un jour ou l'autre. Et oui, 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 ça aussi, c'est un vrai sujet. Merci pour ce retour de terrain pragmatique. Alors, question un peu générale, en fait, quand vous recevez un candidat, en fait, qu'est-ce que vous attendez finalement d'un candidat? Qu'est-ce que vous avez au prime abord? Vous attendez de quoi d'un candidat? Je crois que un autre interview que vous avez fait récemment a dit la même chose, de l'honnêteté. De l'honnêteté et la confiance réciproque. Sans ces deux éléments de base, après, vous pouvez avoir toutes les compétences que vous voulez. Mais pour moi, recruteur, si on n'a pas ça, on va pas y arriver. Et j'ai vraiment des exemples concrets. À nouveau, loi sur la protection de la personnalité, tout, je ne peux pas citer de nom, mais des candidats pourront vous le dire, sans cette confiance réciproque, où moi, j'ai eu confiance quand le candidat m'a dit « oui, je peux le faire », même si peut-être dans son expérience, il ne l'avait pas fait. Si je n'avais pas eu cette confiance en lui, je n'aurais peut-être pas présenté son dossier. Et dans la suite du processus, si lui n'avait pas eu confiance en moi quand on préparait les entretiens, je coach mes candidats avant les entretiens, si avec les informations que je lui ai données, il n'avait pas eu confiance en moi, on ne serait pas arrivé à finaliser la chose. Donc pour moi, ça c'est la première chose. Merci, ça c'est génial parce que on le répète tout le temps. Et effectivement, ce n'est pas un vain mot. On est vraiment là dans le dur. À quoi êtes-vous particulièrement attentif dans une candidature, quand vous recevez une candidature en fait? Qu'est-ce qui pour vous est important? Au risque de me répéter sur certains points, moi la première chose, je suis honnête et transparent. Je regarde déjà si le candidat a les hard skills. D'ailleurs, prenez une offre d'emploi. Comment est-ce qu'elle est faite? Petite présentation de l'entreprise, nom du poste, tâche principale et les compétences requises. Les compétences requises, voilà. Je cherchais le mot en français. Les compétences requises. L'ordre dans lesquels viennent les compétences requises ne sont pas un hasard.
ou si c'est un hasard, c'est que le RH ne sait pas faire son travail correctement. Mais autrement, il y a un ordre qui suit le réel besoin. Dans quel ordre ça vient? Ben, réponse, mis à part la formation qu'on pourrait éventuellement voir comme un soft skills, mais autrement, ce sont les hard skills. Et ensuite viennent team player, think out of the box ou ce genre de choses. Et moi, je travaille comme ça. Moi, si la personne n'a pas les hard skills, je ne vais pas aller plus loin. Alors, il y aura toujours des exceptions, comprenez-moi bien, mais dans la plupart des cas, c'est ça que je regarde. Et ensuite, je vais regarder sa personnalité parce que, et c'est la difficulté de notre métier, c'est qu'on doit arriver à comprendre notre client et chaque client est différent, chaque client a des attentes différentes et on doit voir le candidat. J'ai un exemple, j'ai eu un candidat, je me rappelle très bien, personnellement, je ne l'aurais pas engagé, non pas à cause de ses hard skills, à cause de sa personnalité. Mais je connaissais bien mon client et je me suis dit, lui, c'est exactement qui il veut. Et j'ai eu juste. Et j'ai eu tellement juste que quand le directeur IT a quitté l'entreprise, malheureusement, peu de temps après, le candidat a été remercié. Donc, le candidat correspondait bien à, non, c'était même pas à mon client, c'était au directeur IT de mon client. Donc, il faut savoir faire abstraction de notre propre personnalité pour se mettre à la place du client. Vous ne mettez pas n'importe qui, n'importe où. Celui qui veut travailler chez Google, je prends ça comme exemple, je pourrais parler d'autres sociétés plus locales, mais où l'environnement de travail, ben voilà, c'est très à l'américaine, enfin, c'est le baby-foot, le hamac pour la pause, voire même des fois pour faire des séances, eh bien, est-ce que vous allez envoyer le même candidat que vous allez envoyer, je ne vais pas citer de nom, mais dans certaines banques privées, vieilles banques privées genevoises? Je ne pense pas. Il y a une société qui est dans les nouvelles technologies, dans la région lémanique. Les ingénieurs systèmes, en été, vont en short et tongs au bureau. Qu'ils essayent d'arriver comme ça chez certaines banques privées genevoises, ça risque d'assez mal se passer. Oui, bon, après, c'est ce qui fait la beauté aussi du sujet, c'est que vous avez une diversité et c'est ce qui fait aussi la difficulté pour les candidats, c'est que vous savez, vous connaissez votre client entreprise, mais le candidat, lui, ne le connaît pas. Et effectivement, vous expliquez à travers ce que vous venez de dire, notamment, parfois des refus que les candidats ont du mal à exprimer, simplement parce qu'ils se disent, mais non, mais sur le papier, moi j'ai tout, j'ai toutes les hard skills, je suis profil parfait, mais effectivement, vous, en tant que recruteur, vous avez estimé que là, pour le coup, au niveau comportemental, au niveau de la personnalité, ça ne jouerait pas. Donc, c'est intéressant aussi parce que ça permet, ça dévoile finalement une zone d'ombre pour un candidat qui n'est pas toujours évidente à saisir. Merci en tout cas. Oui, mais je pense aussi que c'est notre rôle d'expliquer au candidat, de lui dire, mais vous ne serez pas à l'aise. Vous ne serez pas à l'aise. Alors, c'est un peu plus facile d'expliquer ça à un candidat qui est en poste. C'est beaucoup plus difficile quand c'est un candidat qui est sans emploi, parce que lui, il va vous répondre quoi? Il va vous répondre, mais moi j'ai besoin d'un job, moi j'ai besoin de gagner ma vie. Lui, la notion, entre guillemets, du bien-être, et je le comprends, peut être, du moins à ce moment-là, mis en arrière. Mais nous, vis-à-vis de nos clients, eh bien, on doit faire un certain travail. Peut-être aussi que je dois préciser une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est que Fit One Job est spécialisé dans le recrutement. Ça veut dire qu'en principe, nous partons d'une demande d'un client et on va chercher le bon candidat. Une société de placement part de dossier candidat et se dit, mais où est-ce que je pourrais le placer? Il y a une très grosse différence aussi entre les deux approches. Notre travail est différent, les attentes sont différentes. Donc, et je reviens sur le point donc de dire à un candidat, non, vous n'irez, ça ne va pas aller dans cet environnement.
c'est encore plus valable, à mon avis, quand vous faites du recrutement parce que votre premier client, c'est l'entreprise. C'est peut-être pas le candidat. Bien que pour nous, les deux sont clients, pardon. Le candidat et l'entreprise, on a deux clients. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Ouais, c'est juste. Ça, c'est aussi la subtilité de votre métier. Merci pour la subtilité entre cabinet de recrutement et agence de placement. C'est intéressant, très intéressant. Roger, quels sont vos canaux préférés de recrutement? Comment est-ce que vous recrutez vos candidats? Alors, il y en a 4 ou 5 en gros. Alors, le premier, bien sûr, il y a quand même notre base de données qu'on a avec le temps et tout. Il y a notre réseau, il y a les job boards. Je vais pas citer de nom, je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais c'en est un. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, personnellement, je suis très axé sur les réseaux sociaux professionnels. J'ai fait des tentatives avec des réseaux sociaux non professionnels, pour ne pas les citer, voilà, enfin, le groupe a changé de nom. On en parle en ce moment dans la presse, Non, mais c'est je ça? pense je pense que tout le monde a compris. J'ai essayé avec Facebook. Personnellement, ça ne m'a absolument rien apporté. Mais à nouveau, peut-être aussi parce que je suis dans quelque chose de très précis et tout. Par contre, les réseaux sociaux professionnels sont pour nous aujourd'hui une source indiscutable. Indiscutable. On parle de LinkedIn en Suisse romande. On va parler de Xing également en Suisse alémanique. Oui, avant tout. LinkedIn est un outil, oui, c'est vraiment pour nous une source, alors que vous pouvez utiliser comme un job board à quelque part, hein, en publiant vos annonces, ou utiliser en termes de sourcing. Ouais. Ouais, c'est un bel outil effectivement pour les recrutements et pour les candidats aussi. Alors quand vous recevez un CV, on parle là vous avez fait votre recrutement, enfin votre sourcing, vous avez récupéré des candidats, vous recevez un CV, le CV est dans votre boîte mail. Quelle est la première information que vous recherchez dans un CV? Alors, c'est une bonne question, mais elle est difficile à répondre. Alors évidemment, s'il y a un titre, c'est très utile. C'est très utile d'avoir un titre parce que ça va vous dire est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin. Ensuite, à nouveau, ça va dépendre un petit peu des attentes de votre client. Je vous prends un exemple. Vous avez quand même beaucoup d'offres d'emploi qui vous mettent donc dans les exigences comme dans la première ligne, universitaire. Eh bien, et c'est notre valeur ajoutée, nous, des fois, on a des clients qui nous disent oui, c'est mieux, mais ce n'est pas un must absolu. Moi, c'est une question que je pose toujours à mes clients. Je leur dis, mais alors, il y a certaines où je comprends, et même, je pense par exemple à un client que j'ai rencontré, ça a d'ailleurs été le premier client que j'ai rencontré après le semi-confinement en mars-avril 2020. J'ai été le rencontrer et il m'a donné 2 postes, un architecte d'entreprise et un chef de projet. Les deux exigeaient le niveau universitaire. Eh bien, j'ai discuté avec lui, j'ai dit, OK, l'architecte d'entreprise, je ne discute pas, mais le chef de projet, est-ce vraiment obligatoire? Et puis là, il m'a dit, non, effectivement, ça peut, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il m'a dit, s'il a ci, s'il a ça et tout. Voilà. Donc, pour en revenir à votre question, qu'est-ce que je cherche en premier? Ça va dépendre de ce que
de ce qu'attend, quelles sont les exigences. La spécialité de Fit One Job et l'engagement de Fit One Job vis-à-vis de ses clients, c'est de leur fournir un nombre très restreint de dossiers. Moi, si un client me dit envoyez-moi 10 dossiers, d'abord, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver parce que je suis trop petit pour lui trouver 10 dossiers qui correspondent à son besoin. Et puis ensuite, moi, la question que je vais me poser, c'est justement de me dire, mais il a besoin de quoi? Donc, qu'est-ce que je dois trouver dans le CV? L'autre chose, et ça c'est un conseil que je donne à mes candidats, un CV de candidat doit être adapté à chaque poste. Alors, il n'en faut pas 50, c'est ingérable, mais il en faut peut-être 2 ou 3. Je m'explique. Quand vous avez un candidat qui a formation universitaire, qui vous parle très bien les langues qui sont demandées, qui peut-être a des certifications exigées, mais au niveau de son expérience professionnelle, par exemple, il n'est pas exactement du domaine, alors que c'est marqué quelqu'un qui connaît. Je vous prends un exemple qu'on voit facilement dans les annonces. Quand vous êtes un client et c'est une banque privée, il va vous dire expérience du monde bancaire, si possible en banque privée. Si la personne n'a pas ça, moi je lui dis toujours, mettez en avant que vous êtes universitaire, mettez en avant que vous parlez effectivement. Il se fait qu'il veut que vous parliez l'espagnol, par exemple, mettez-le. Il veut que vous ayez certification X, Y, Z, mettez-les, mettez votre expérience derrière. A contrario, si votre candidat, il a exactement le profil professionnel que veut le client, par contre, il va pêcher au niveau de sa formation, eh bien, moi je lui dis, mettez ça plus bas. Donc, vous dire, qu'est-ce que je regarde en premier? Très, très difficile. Et c'est d'ailleurs, je vais vous dire, je pense aussi que c'est notre valeur ajoutée chez Fit One Job. On va regarder peut-être quand même plus loin le CV que d'autres agences. Quand vous posez la question combien de temps vous passez sur un CV, j'entends souvent 5 à 10 secondes. Chez Fit One Job, ça n'existe pas. On passe peut-être 5 secondes, comme c'est un CV, on se dit oui, je le connais déjà, je sais. Mais autrement, non. Parce que, et c'est là qu'on a de la valeur ajoutée pour nos clients. Nos clients font des fois la même chose. Ils vont trop vite sur les CV, ils loupent des choses importantes. Et c'est là que nous pouvons aller, entre guillemets, récupérer des candidats et qui leur correspondent. Ouais, donc si je comprends bien aussi, quelque part, effectivement, en tout cas, moi, c'est ce que je dis toujours aux candidats, vous êtes l'allié du candidat. Et dans ma compréhension par ailleurs, j'imagine qu'il vous arrive assez fréquemment, avant d'envoyer le dossier au client, à votre client entreprise, vous demandez aux candidats de modifier leur CV pour justement que ce soit plus, comment dire, plus valorisé, plus mis en avant les informations importantes pour le client, je suppose. Oui, ça, bien sûr que ça arrive. J'insiste sur une chose là aussi, et ça, c'est ce que l'on fait chez Fit One Job. Nous ne corrigeons jamais nous-mêmes les CV des candidats. On leur demande à eux de le faire. Et il y a une double raison à ça. D'abord, parce que la présentation du candidat, c'est sa personnalité. Et si on utilisait un canevas standard Fit One Job, on cacherait leur personnalité. Et le deuxième élément, c'est parce que ça nous montre à nous l'intérêt du candidat. Quand un candidat, vous lui dites non mais ça joue pas, il faudrait adapter ceci et cela, il vous renvoie un dossier alors que vous lui avez bien expliqué, mais vous vous dites attends, service minimum, bah, vous savez qui est votre candidat. Ouais, enfin, vous savez qu'il ne l'est pas en tout cas. Ok, merci pour ce retour terrain aussi très intéressant.
Alors, est-ce que vous accordez de l'importance aux références et comment vous les utilisez chez Fit One Job? Oui, on y attache de l'importance. Vous apercevez derrière moi que j'ai la certification SQS en étant membre de notre association fêtière qui nous l'impose. Donc, je suis à quelque part obligé aussi de le faire. Maintenant, il faut, euh, il faut être prudent. Il faut être prudent avec les références, donc avec les lettres de référence, ainsi qu'avec les prises de référence téléphoniques. C'est un signe, mais il ne faut pas s'appuyer là-dessus. Et j'ai eu le cas, pas plus tard qu'il y a quelques jours, où j'ai reçu le dossier d'un candidat et il se fait que ce candidat a travaillé dans le temps pour un de mes très bons clients. Donc, c'était facile pour moi de prendre mon téléphone et appeler mon client. Et j'avais son certificat de travail, hein. J'avais son certificat de travail et j'appelle mon client. Je lui dis, un tel et tout, j'ai le certificat, très bon et tout, mais pourquoi est-ce que vous vous en êtes séparés? Et il m'a donné l'explication. Il m'a dit, mais bon, je ne suis pas là pour tuer la candidature. Donc, le certificat, et je pense que certaines personnes ne se rendent pas compte qu'en faisant des certificats de travail élogieux, il pose un vrai problème. Il pose un vrai problème parce que du coup, c'est tous les certificats de travail où on met un point d'interrogation. Mais est-ce que c'est vrai ce qu'il y a là-dessus? Et la même chose quand vous téléphonez à quelqu'un, vous allez prendre une référence. Qu'est-ce qu'il s'est passé derrière? C'est dur à savoir. Donc oui, je le fais et tout, mais ce n'est pas la Bible pour moi. Je le dirais un petit peu comme ça. D'accord. Merci, merci Roger. Est-ce qu'il vous arrive de ne pas répondre à des candidats? Et question qui vient juste derrière, est-ce qu'il arrive que des candidats ne vous répondent pas? Oui, ça arrive. Dire que ça n'arrive pas serait un mensonge, mais c'est vraiment des cas que je nommerais d'exceptionnels. Maintenant, pour des candidats qui ne vous répondent pas, mais la réponse est oui. La réponse est oui. Alors, je ne parle pas des candidats que l'on chasse, que ce soit via LinkedIn ou via d'autres. Je peux les comprendre. Il y a certains, ils doivent être tellement sollicités qu'il y a un moment donné où ils disent ça suffit. Et surtout si ça ne les intéresse pas, j'arrive parfaitement à les comprendre. Et je peux vous dire que quand un candidat qui n'est pas intéressé me répond, alors lui aura toujours un message de ma part. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre, même si vous n'avez pas d'intérêt, parce que je l'apprécie. Donc ça, c'est quelque chose que je comprends. Ce que je comprends nettement moins, c'est celui qui vous envoie une candidature en réponse à un poste, vous lui répondez, euh, voilà, merci, rappelez-moi ou faites-moi parvenir documents complémentaires et tout, et vous n'avez pas de retour. Je peux vous dire, j'ai dans mes emails, j'ai un endroit où je classe tous ces dossiers. C'est marqué en attente de documents ou en attente de retour candidat. Vous ne vous rendez pas compte le nombre de mails que je classe là-dedans et qui y restent. Parce qu'une fois que les gens m'ont répondu, je déplace. Mais oui, ça arrive dans les deux sens. N'oubliez pas, je pense qu'il y a certains candidats, ils sont obligés de faire ça pour pouvoir dire aux ORP, donc aux offices de chômage, oui, j'ai postulé. Oui, bien sûr. Non, non, il y a ce phénomène-là, mais c'est vrai qu'après, une réponse, même courte et même brève et négative, ne change pas grand-chose au temps du candidat et je pense que ça donne une meilleure image. Mais ça, c'est mon évaluation perso. Merci en tout cas, Roger,
cette transparence, parce que faut quand même le dire. Alors, quand vous recevez un candidat en entretien, finalement, là, on est sur la phase de l'entretien. Qu'est-ce que vous lui demandez en premier, finalement? C'est quoi la première chose que vous allez lui demander? Comment ça se passe en entretien chez vous? Alors, d'abord, est-ce que vous en parlez d'entretien en face à face ou est-ce que vous parlez d'entretien vidéo? Parce que c'est différent. Quand je reçois quelqu'un en face à face, la première chose, c'est d'abord, je l'assieds d'un côté de ma table d'interview et je lui explique pourquoi il est de ce côté et non pas de l'autre. Parce que la théorie veut que vous devez le mettre à l'aise, donc il faut qu'il soit du côté la plus éloignée du mur d'en face pour lui montrer que vous avez de l'ouverture, lui faire croire que vous avez de l'ouverture. Après, vous lui montrez que par vos questions, vous en avez un peu moins que ça. Et puis, je leur propose un café, un verre d'eau et tout. Voilà, il y a un petit peu cette relation personnelle pour le mettre à l'aise. Évidemment que ensuite, pour un interview vidéo, cette partie, je dirais, informelle est plus courte, tout simplement. Alors oui, bonjour, comment allez-vous? Voilà, mais c'est plus court. Voilà, ça c'est juste pour le débat. Sinon, pour le reste, je dirais que j'ai un format qui est assez standard. Moi, ce sont des questions d'ordre général et j'explique bien aux candidats. Je veux des réponses sans penser au poste précis. Il y a certaines questions qui, entre guillemets, qui sont aussi à quelque part des petits pièges pour la suite pour eux, mais ça me permet de savoir effectivement est-ce qu'il est intéressé. Vous savez, quand vous lui demandez quel type de poste vous cherchez, et puis il vous répond je cherche ABC, et puis vous proposez Z, déjà là, vous pouvez dire mais pourquoi? Donc ça vous permettra ensuite d'aller voir en termes de motivation ce qu'il en est. Mais autrement, moi j'ai ces questions standards, situation de famille, date de naissance, délai de préavis ensuite, et ainsi de suite. Ensuite, je vais approfondir son CV, et aussi donc approfondir le CV et puis les questions, je dirais les soft skills, vos forces, vos faiblesses, vos points améliorés, pourquoi vous, quelle est votre personnalité, ce genre de questions. Et je n'aborde qu'en dernier lieu, en principe, la présentation du client et du poste, ce qui peut d'ailleurs m'amener ensuite à des questions complémentaires. Je suis ce canevas pour ne pas influencer, mon candidat. Dans quel sens? Si vous lui présentez le poste, vous lui dites, voilà, il y aura besoin. Quand vous allez lui demander quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses compétences, il va être influencé. Donc, moi, c'est volontaire si je suis cette démarche pour garder toute l'ouverture et l'honnêteté. Je reviens sur ce qu'on parlait au début, l'honnêteté des informations que je reçois. Après, ben voilà, mais il y a des fois où la présentation du poste devient très courte parce que je dis au candidat, ben écoutez, voilà, c'est pas ça ce qui vous est présenté. C'est pas ça, ça correspond pas à vos attentes. Voilà un petit peu comment j'aborde les entretiens. Oui, bon, après, c'est effectivement ça, c'est humain et le fait la manière de faire en fait aussi permet d'éviter, même si la personne est bien orientée, ça permet d'éviter et qu'elle ne veut pas manipuler la discussion, mais malgré tout, si elle a des informations, même inconsciemment, elle peut orienter son discours. Donc vous avez raison de faire comme ça, et je pense que c'est même beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus sain et je pense que c'est plus rassurant aussi pour la personne. Oui, alors, vous venez de dire que la personne va orienter son discours. Ça me fait sourire parce que quand je coach mes candidats avant l'entretien, c'est justement le conseil que je leur donne. Je leur dis toujours, le premier conseil que je donne dans mon coaching, c'est pensez, connaissez parfaitement le poste auquel vous vous présentez. Parce que apporter des réponses en fonction de ce poste.
je vous prends un exemple, et c'est celui que je prends qui est tout bête. Vous êtes un champion de tennis, mais vraiment champion de champion, hein? Juste derrière, messieurs, Federer, Wawrinka pour prendre les Suisses, ou Djokovic, Nadal, et j'en passe. Super, mais à quoi ça sert de mettre ça en avant pour un entretien, pour devenir, ne fût-ce que chef de projet, admettons, en informatique? Ça sert à rien. Donc, moi, dans mon entretien, je leur cache pour avoir la vérité, mais dans mon coaching, je leur dis exactement l'inverse. Je leur dis, mettez en avant ce qui va vous... Ben oui, mettez en avant ce qui va vous aider. C'est logique. Donc, vous voyez, comme quoi, des fois... Ouais, vous êtes un allié, c'est ça. Vous êtes un allié du candidat. Alors, est-ce que vous faites passer des tests techniques à vos candidats? Est-ce que ça fait partie des prérequis? Non, non. Enfin, alors, à nouveau, il y a quelques exceptions, mais d'une manière générale, la réponse est non. Mais, vous l'avez dit en me présentant, moi-même, je suis à la base informaticien. Je viens du côté du développement, pas de l'infrastructure, donc je n'étais pas ingénieur système, mais j'ai été développeur, j'ai été chef de projet, j'ai été directeur informatique. Donc, ça, c'est d'ailleurs ce que j'offre à mes clients, c'est cette compréhension du terrain. Alors, évidemment, moi, je viens, par exemple, en termes de programmation, j'étais ce qu'on appelait les langages procéduraux. Aujourd'hui, on est dans les langages objets, et je vous promets que je n'y connais rien. Mais j'arrive quand même à comprendre, à voir si le candidat, il sait de quoi il parlait tout. Mais le côté fin et technique, je peux vous dire, je n'ai personnellement jamais eu un candidat qui me l'a demandé. J'ai eu, et c'était d'ailleurs des postes plutôt dans l'infrastructure, oui, j'ai un client qui me demande un profil, mais chez lui, c'est ce que j'appelle un profil plus. C'est-à-dire que dans toutes les entreprises, vous cherchez quelqu'un qui aura ce niveau, et lui, il demande toujours quelque chose en plus. Et là, oui, là, je pose 2 ou 3 questions. Par chance, il se fait que je connais les réponses, donc je peux poser les questions. Je sais si le candidat me répondra juste et faux. Mais autrement, soyons honnêtes, non. Mais je vous dis, c'est pas ce que mes clients attendent de moi. Ça, ils vont le faire derrière. Je pense à un client, par exemple, c'était des développeurs Java, J2E et tout. Eh bien, c'était eux, d'ailleurs, eux, dans leur processus interne, on voyait quelqu'un DRH, on voyait quelqu'un de la ligne, et le candidat voyait un expert technique qui lui faisait passer l'examen. Ouais, excellent. Ouais, effectivement, ouais, ça, vous avez raison, ça paraît logique. Merci. On va finir avec 2 questions un peu plus prospectives et relatives à votre métier, hein. Comment vous voyez l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les métiers du recrutement? Alors, c'est un appui. Je pense que c'est un appui intéressant. Maintenant, il va avoir ses limites. Et je vais prendre un exemple, et je vais citer une marque, mais je vais prendre l'exemple, je vais comparer ça à l'intelligence artificielle et la conduite automatique que Tesla et d'autres, mais enfin, on sait bien que Tesla travaille beaucoup là-dessus. L'intelligence artificielle, dans tous les cas pour le moment, elle a une limite. Elle a une limite, et donc elle va grandement aider le conducteur de la voiture. Elle ne va pas complètement le remplacer. Finalement, on a ça dans l'aviation depuis fort longtemps, hein, le pilote automatique, et puis il reste le pilote. Eh bien, je pense que pour nous, dans le recrutement, c'est la même chose. C'est vrai que pour trouver des mots-clés dans un CV, un robot, top. Mais est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà appris à cette intelligence artificielle qu'un candidat qui vous cite 40 technologies en informatique
et qui a 28 ans, il y a quelque chose qui ne joue pas. Il ne sera pas, même s'il en avait 40, même s'il avait 40 ans, il ne sera pas expert dans tout ça. Et ça, par exemple, à quel moment l'intelligence artificielle va arriver à ça? Donc, pour moi, un outil qui va nous simplifier la vie, d'ailleurs, de vous à moi, quand mes collaborateurs ou mes confrères faisons une recherche sur LinkedIn, par exemple, pour chasser quelqu'un, voilà, on sait très bien qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, mais est-ce que votre candidat, le bon candidat, vous le trouvez dans les 20 premiers que vous propose le système? Est-ce que ça ne sera pas un bout plus loin? Donc, bon outil, mais je pense, alors pour certains jobs très, très basiques, pour le travail temporaire, par exemple, où on ne cherche pas les mêmes compétences, on cherche des gens peut-être d'un niveau plus bas et tout, là, on peut arriver, je pense, à un assez haut niveau d'automation grâce à l'intelligence artificielle. Quand vous êtes dans des spécialistes et tout, oui, très utile, mais nous remplacer, du moins, j'espère pas. Ou alors, je serai à la retraite, je pense, quand on y sera complètement. Donc, c'est bon pour moi. Merci Roger Cizier pour toutes en tout cas, ces réponses très franches, très directes. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Fit One Job, donc un cabinet de recrutement qui est spécialisé dans les profils IT et dans la banque et la finance. Merci infiniment pour votre temps, pour vos réponses, pour la transparence de vos réponses. C'est pas toujours évident en tout cas de répondre aussi directement. Vous avez donné très probablement beaucoup d'indices, beaucoup de conseils aux personnes qui nous écoutent, aux candidats. Et en tout cas, j'invite les personnes potentiellement intéressées pour un poste justement dans l'IT ou dans la banque et la finance, de jeter un œil sur votre site et de prendre contact avec vous sur LinkedIn. Roger Cizier, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.